Avant d'accueillir l'invité de ce podcast, je vous présente comme sponsor de cet épisode les compléments alimentaires Eumine. Savez-vous quel complément alimentaire est utile pour vous ? Pas forcément évident de répondre à la question. C'est pourquoi Eumine a réalisé un questionnaire très intéressant sur leur site eumine.fr grâce à une série de questions ciblées et leur expertise des plantes depuis 28 ans. Eumine sélectionnera pour vous des compléments alimentaires adaptés à vos besoins de santé ou bien-être. D'ailleurs, le petit plus que j'aime beaucoup chez eux, c'est que les compléments alimentaires Eumine sont fabriqués en France uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle. Je vous conseille vivement de réaliser ce petit questionnaire très utile pour une micronutrition ciblée. Il est en ligne sur le site www.eumine.fr, oemine.fr. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. La confiance en soi est le secret de la beauté intérieure et extérieure, disait l'actrice Audrey Hepburn. C'est cette petite étincelle qui fait que tout est possible, que l'on se sent bien dans sa peau, prêt à aller de l'avant pour s'élever et s'accomplir. Mais que se passe-t-il quand cette petite étincelle est éteinte, quand on pense que l'on n'a pas les ressources pour faire face ? Bonne nouvelle, la confiance en soi, ça s'apprend. Après avoir partagé avec nous des outils pour combattre l'anxiété, mon invité récidive dans une toute nouvelle bande dessinée, La confiance en soi, comment croire en vous, coécrite avec Catherine Meyer et Lina Chem aux éditions Les Arènes. Médecin psychiatre et psychothérapeute, auteur de nombreux livres, il nous donne des clés pour arrêter de douter, passer à l'action et développer son potentiel. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose le docteur Frédéric Fanget. Bonjour. Bonjour Anne, moi aussi je suis ravi. Alors oui, parce que notre précédente émission sur l'anxiété avait été un carton. Alors je ne sais pas si on doit s'en réjouir de savoir si les gens sont anxieux ou de se réjouir parce qu'on trouve des solutions. Mais en tout cas, vous aidez les Françaises et les Français et bien d'autres encore, j'en suis sûre, à aller mieux. Alors je dois aussi préciser que vous nous avez autorisé à mettre dans la newsletter de Métamorphose. On peut s'abonner sur la newsletter de Métamorphose sur notre site internet. Et on proposera pour celles et ceux qui sont abonnés un petit exercice offert parce que dans cette bande dessinée, il y a des QR codes pour aller plus loin. Alors pour démarrer ce sujet, vous représentez la confiance en soi un peu comme une randonneuse. Alors comment avez-vous envie de la définir aujourd'hui, cette pyramide qui est finalement en 3 parties ? Alors la confiance en soi, pour moi, c'est la connaissance de nos forces et de nos faiblesses. Je pense qu'on y reviendra, mais j'introduis tout de suite cette notion, car on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de programmes qui vont nous booster notre confiance en soi, nous rendre plus forts, et ça introduit peut-être une légère confusion dans la tête du public, à savoir que pour avoir confiance en soi, il faut être fort, il faut tout réussir. Non, c'est pas ça. Pour moi, et c'est vrai que je suis peut-être, on n'est pas tous à dire ça, je suis peut-être un des seuls à dire ça, la confiance en soi, c'est aussi connaître mes points faibles, mes faiblesses et les accepter. Bon, mais c'est bien sûr, et c'est là qu'on a les plus gros problèmes, connaître mes atouts, mes forces, mon potentiel, et ce que l'on rencontre le plus fréquemment en consultation, ce sont des gens qui ont un potentiel mais qui ne le savent pas. On va y revenir bien sûr. Et je viens préciser votre question sur la pyramide afin que les choses soient claires au niveau des expressions. Anne, il y a énormément de mots pour parler de la confiance en soi. Je n'en retiens que 3, que sont l'affirmation de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Alors, est-ce que vous souhaitez que je les définisse tout de suite ? Alors oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, comme ça, on va savoir de quoi on parle et puis peut-être donner un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Parce qu'après, quand on passe de l'un à l'autre, alors l'estime de soi, peut-être on peut commencer par ça. C'est la façon dont je considère ce que je vaux intrinsèquement. Est-ce que je m'aime ? Est-ce qu'on pourrait le formuler de cette manière ? Alors, l'estime de soi, c'est un jugement de valeur sur notre propre valeur. C'est un jugement. Alors, les philosophes disent d'ailleurs que ça ne devrait pas exister, puisqu'à partir du moment où vous parlez de valeur humaine, vous faites des différences entre les individus.
Or, ce que je voudrais que les auditeurs retiennent bien, mesdames, messieurs, chacun d'entre vous a une valeur qui est absolument unique. Ce qui compte, c'est pas qu'elle soit haute, basse. Ne vous comparez pas aux autres. Attention à la comparaison, mais prenez conscience de votre valeur, c'est-à-dire, encore une fois, de ce qui est important pour vous, de vos points forts et de vos points faibles. Donc, l'estime de soi, c'est un jugement de valeur. L'affirmation de soi, à l'autre extrême de la pyramide, concerne mes compétences relationnelles. C'est-à-dire comment je me comporte avec les autres, et on aura largement le temps d'en reparler. Nous avons des patients qui, en consultation, ont toutes les peines du monde à prendre leur place parmi les autres, ce qui évidemment aura beaucoup de conséquences sur l'ensemble de leur vie. Et la confiance en soi, en elle-même, c'est un sentiment de compétence personnelle. Donc nous ne sommes pas obligatoirement dans les relations aux autres. Là, ça n'est pas un jugement, c'est est-ce que je suis capable de faire les choses. Cette confiance en soi, c'est le petit enfant qui, lors de ses premiers pas, j'en ai un comme ça, de petit enfant d'ailleurs, parmi les miens, va tomber plusieurs fois et va se relever en souriant et en recommençant à essayer de marcher. Voyez ? Et ça, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore eu le temps de s'évaluer, il a à peine 1 an, mais il a quelque chose en lui qui fait qu'il ne va pas se laisser aller par une petite chute, par un petit échec. C'est ça, on peut le résumer par cette phrase qui est mieux s'aimer, oser agir, prendre sa place parmi les autres, qui sont les 3 clés de la confiance en soi, c'est ça? C'est ça. Mieux s'aimer, ça serait améliorer mon estime de soi. Agir plus facilement en fonction de ce qui est important pour moi, ça serait la confiance en soi. La thérapie de la confiance en soi est une thérapie de l'action, alors que la thérapie de l'estime de soi est plutôt de la thérapie cognitive, c'est-à-dire apprendre à mieux m'aimer ou mieux me respecter, qui est peut-être un mot qui convient mieux. Et l'affirmation de soi, ça va être encore une autre forme de thérapie. On va développer les 3, ne vous inquiétez pas, qui va être prendre ma place parmi les autres. Exactement. Alors, pour rétropédaler un peu, pourquoi ne sommes-nous pas égaux quand il s'agit de confiance en soi? Est-ce que la confiance, donc, se construit dans l'enfance? Vous parliez de votre petit enfant, là. Alors, je parlais de mon petit enfant, c'est pas par hasard, parce qu'il y en a un autre qui en a parlé beaucoup mieux que moi, qui s'appelle Jérôme Kagan. Ce sont des travaux qui sont très anciens, mais qui étaient assez extraordinaires, puisque Jérôme Kagan, un Américain, a suivi des cohortes d'enfants pendant des dizaines d'années. Et on s'est rendu compte que dès le tout petit jeune âge, vous avez des enfants plus sensibles que d'autres. Vous avez des enfants qui ont par exemple, quand on leur présente un jouet étranger, inhabituel, vont avoir des réactions de stress plus vives que les autres. Vous avez des enfants qui vont plus facilement vers les autres. Enfin, on a des tas de travaux. Alors maintenant, ça s'est bien divulgué tout cela, qui montrent qu'on a quand même un facteur de tempérament, je dirais, qui existe, qui est là, et qui explique pourquoi certains petits-enfants vont plus facilement oser faire les choses que d'autres. Voilà. Le maître mot, c'est oser. Est-ce qu'il ose faire, est-ce qu'il ose se lancer? Mais attention, il est bien évident que ce facteur de tempérament, biologique, en partie génétique, n'explique pas à lui seul les problèmes de confiance en soi que nous rencontrons chez nos adultes consultants, ou même chez les enfants et des adolescents consultants, qui vont s'expliquer aussi, d'une part, par des facteurs d'apprentissage éducationnel. Donc, ça va être important de dire aux parents comment vous vous comportez avec vos enfants. Vous pouvez, même s'ils n'avaient pas une très bonne confiance en soi de tempérament, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice et donner de la confiance à vos enfants. Et là, on a tout un mouvement, entre autres, d'éducation positive qui est en train de se créer depuis quelques années, qui est très, très positif, je pense, même si on peut en discuter les avantages et les inconvénients. Mais globalement, on a des jeunes parents, je trouve, qui ont des attitudes remarquables avec leurs enfants, et j'en profite pour leur dire ne foncez pas tous chez le psychiatre, faites-vous confiance un peu à vous-même en tant que parent, allez-y chez le psy quand il y a un vrai problème. Mais on voit beaucoup de parents qui consultent parce qu'ils doutent d'eux, mais en fait, travaillez d'abord sur votre confiance à vous en tant que parent, prenez un peu confiance dans ce que vous faites, et votre enfant, il va vous les renvoyer les messages, si vous faites bien pour lui ou pas. Et puis, après, ce facteur éducatif qui est très important. Alors, il n'y a pas que les parents, il y a les pères du même âge dans les cours d'école. On y reviendra avec les problèmes de harcèlement qui peuvent détruire la confiance en soi, bien sûr. Le 3e facteur sont les événements de vie. Évidemment, selon la vie qu'on a, selon les difficultés matérielles, selon les traumatismes qu'on subit, voire des agressions physiques. Je pense à un patient, par exemple, qui s'est fait agresser dans la rue sans voir l'agresseur, qui se retrouve en coma 6 mois. Croyez-moi que le réveil de coma était difficile pour sa confiance en lui. Je pense aux femmes violées, par exemple, qui avaient confiance en elles
avant le viol et qui perdent toute leur confiance en elles. Donc, il y a des événements de vie qui vont jouer un rôle. Donc, je résume, 3 choses. Un facteur de tempérament, prédisposition, un facteur éducationnel et les événements de vie. Mmh. Alors, quand même, vous nous confirmez qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre la confiance en soi. D'ailleurs, dans votre bande dessinée, on voit qu'il y a une femme d'âge un peu plus mûr, on va dire, ça comme ça, qui vient vous consulter, qui est en thérapie, hein. On est d'accord qu'il n'est jamais trop tard. Alors, il est jamais trop tard, il n'y a pas de fatalité, on peut toujours agir. Oui, j'ai eu des consultants de tout âge. Après, il est vrai que la médiatisation, dont vous faites partie d'ailleurs, la bonne information du public fait que la jeune génération est plus informée et vient beaucoup plus facilement chez le psy que la génération des 50, 60 ans qui venait avec grande difficulté. Alors surtout les hommes. Alors les hommes, ils consultaient pas. Maintenant, on voit des jeunes hommes qui consultent. Donc ça, c'est quand même très rassurant. Les générations cherchent à s'informer, ils cherchent à être au courant. La psychologie les intéresse. Voilà. Donc je trouve qu'on est quand même dans une très bonne évolution. Et du coup, on a la chance, moi je vois même au niveau de mes consultants encore, d'avoir des gens beaucoup plus jeunes. Évidemment, quand Mmh. j'ai commencé, que je recevais des gens de 60 ans qui avaient jamais eu confiance en eux, c'était peut-être une thérapie plus longue et plus difficile, mais il y avait encore quelque chose à faire. Il faut pas partir sur l'idée, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est mon tempérament, je ne changerai pas. C'est pour ça que je vous ai bien indiqué que si on admet qu'il y a un facteur de tempérament, il est loin d'être le facteur majoritaire et il est loin d'être le seul. Comme il y a des facteurs, comme je viens de l'expliquer, éducationnels et d'événements de vie, si nous apprenons à mieux nous connaître, à mieux nous gérer psychologiquement, et si nous apprenons à mieux gérer les événements de notre vie, alors nous pouvons à tout âge augmenter notre confiance en nous. Mmh. Vous l'avez un petit peu dit, garçon-fille. Est-ce que les garçons ont davantage confiance en eux que les filles? En tout cas, peut-être en apparence. D'ailleurs, dans votre bande dessinée, il y a un personnage, qui masque peut-être un manque de confiance avec un peu un sentiment, d'arrogance. En fait, on pourrait se dire comme ça de l'extérieur: «Bah si, il a confiance en lui celui-là». Tout à fait, vous avez raison. En fait, c'est pas la même façon de la manifester, mais c'est important que vous disiez ça parce qu'on croit toujours que c'est féminin, qu'on manque de confiance. Pas du tout. On a autant d'hommes que de femmes, surtout que, je vous le disais à l'instant, les hommes consultent de plus en plus. Mais c'est vrai que ça prend pas, à cause des facteurs sociologiques, bien sûr, ça prend pas la même forme. Pour un homme, c'est difficile d'aller dire, dans un contexte culturel masculin, d'aller dire, je suis un grand timide, j'ose pas prendre la parole, j'ose pas draguer, j'ose pas m'imposer au boulot. Le monde moderne aime, enfin apparemment, hein, ce que je vais dire est totalement faux, j'espère, mais apparemment, dans les apparences, le monde moderne aimerait bien des gens extravertis qui s'imposent, qui ont de la répartie, qui sont parfaits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mmh. effectivement, on a beaucoup d'hommes, de plus en plus, heureusement, et effectivement, vous avez bien pointé la chose. Souvent, ce qu'on voit, c'est un manque de confiance en soi qui se présente sous forme d'arrogance, de surestime de soi, parce qu'il faut qu'on le dise, hein, il n'y a pas que le manque d'estime de soi, il y a des gens qui ont trop d'estime de soi. On en voit dans l'actualité politique internationale, hein, qui du coup ne connaissent plus leurs limites et font n'importe quoi. Donc on va souvent avoir des hommes effectivement qui consultent pour ça. Et puis je peux pas m'empêcher de dire, bien que ce soit pas le thème, de parler des addictions. Parce que si vous voulez, il faut se rendre compte que, et d'addiction et d'autres choses d'ailleurs. Je voudrais que vous compreniez une chose, les auditeurs, c'est que vous savez au fond de vous que vous avez un problème de confiance en vous, mais vous faites pas le lien avec les symptômes et les troubles psychologiques dont vous êtes atteint. Je prends la génération des trentenaires addicts. C'est un, c'est effroyable le nombre. Chez les personnes de 30 ans qui vous consultent pour addiction, 95 fois sur 100, vous allez trouver un problème d'estime de soi derrière qui n'a pas été diagnostiqué, pas pris en charge. Moi, j'ai Mmh, commencé à c'est m'intéresser à ce thème il y a 30 ans. À l'époque, j'étais dans un service hospitalier universitaire, je suivais des patients dépressifs récurrents chroniques depuis de nombreuses années. Jamais personne s'était intéressé à leur estime de soi, on n'en parlait pas. Quand on a fait des évaluations d'estime de soi chez ces patients, on les a sortis de la dépression résistante et pour certains d'entre eux, pas pour tous malheureusement, on a pu réussir à les sortir des traitements antidépresseurs à long terme. Ils étaient étiquetés dépressifs, ils étaient devenus dépressifs d'ailleurs, parce qu'à force de manquer d'estime de soi, si vous ne traitez pas, ça peut être une complication. Mais ils étaient étiquetés dépressifs par eux-mêmes et par les médecins, mais en fait, il y avait un problème d'estime de soi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut penser à chercher les problèmes de confiance en soi derrière des tas de troubles, des troubles du comportement alimentaire, des addictions,
des syndromes dépressifs, des syndromes anxieux. À partir du moment où tous ces syndromes, alors que vous êtes bien pris en charge par des bonnes équipes, ne disparaissent pas, je crois qu'il faut avoir le réflexe de faire une évaluation de la confiance en soi. Mmh. C'est intéressant. À quel moment on doit justement se poser la question du manque de confiance en soi, en se disant, bah là, peut-être qu'il y a des répercussions, c'est devenu critique, voire même pathologique, comme vous le dites à l'instant, avec des répercussions sur des symptômes comme la dépression. Je crois que je vais donner un modèle très simple à vos auditeurs, Anne, qui est le modèle cognitivo-comportementaliste, qui est en 3 dimensions, c'est-à-dire, est-ce que le manque de confiance en soi a des répercussions sur mes actions, ce qu'on appelle mes comportements? Je vais revenir en détail. Est-ce qu'il a, deuxième grande catégorie, des répercussions sur mes émotions, c'est-à-dire ce que je ressens? Troisième grande catégorie, la plus négligée, et j'attire l'attention des éditeurs là-dessus, est-ce qu'il a des répercussions sur ma pensée, ce que je pense? Donc ce que je Mmh. fais, le comportement, ce que je ressens, les émotions, ce que je pense, c'est ce qu'on appelle le cognitif. Mot barbare, mais que je suis sûr que vos auditeurs ont déjà lu ou entendu. Donc il va falloir qu'on s'explique. En termes clairs, il va falloir vous alerter, messieurs, dames, lorsque dans vos actions quotidiennes, je commence par vos comportements, vous n'osez pas faire ce que vous auriez envie de faire, vous êtes bloqué, vous êtes envahi par des doutes qui vous empêchent d'agir, vous évitez des situations que vous aimeriez aborder, vous n'osez pas demander une promotion professionnelle. J'ai des exemples en tête, hein. J'ai par exemple l'exemple d'un médecin collaborateur qui est resté assistant toute sa vie parce qu'il n'a jamais demandé à monter en grade. Et ça a duré 10 ans. Et au bout de 10 ans, quand il était allé voir son chef, qui lui a dit, mais pourquoi vous ne me nommez pas un grade supérieur? Il lui a répondu, bah, parce que tu me l'as jamais demandé, tout simplement. Mmh. Et le chef le considérait comme très compétent. Et c'est à ce moment-là, il est allé le voir, son chef, parce qu'il faut que je vous dise que le chef venait d'embaucher un plus jeune que lui, avec moins d'expérience, au poste supérieur. C'est-à-dire qu'il est allé le voir quand il a réalisé que son manque de confiance en lui l'avait complètement empêché dans sa carrière. La deuxième grand domaine, c'est des émotions. Si vous vous sentez trop souvent découragé, frustré, l'impression de ne pas avoir fait ce que vous avez fait, parfois triste, parfois en colère, souvent anxieux, par exemple dans le domaine amoureux, que vous n'avez pas finir seul parce que vous avez des échecs, il faut qu'on en parle aussi de ça. Dans quel domaine se manifeste le confiance en soi, le manque de confiance en soi? Vous manquez de plaisir. Là, il faut vous dire, j'ai trop d'émotions, ça me gêne la vie quotidienne, il faut que je me fasse examiner pour voir si j'ai un problème de confiance en soi. Et la troisième chose, le fameux cognitif sur lequel je m'arrête parce que c'est probablement là-dessus qu'il y a le moins d'écrits, le moins de podcasts, le moins de vidéos, le moins de diffusion d'informations. Et Dieu sait pourtant si c'est important. Et j'ai beaucoup, moi, dans mes thérapies, travaillé là-dessus. C'est ce que j'appelle le frein à main. Le frein à main, c'est-à-dire que votre voiture marche, il y a un bon moteur électrique ou atmosphérique comme vous voulez, peu importe, il est en bon état. Vous passez votre première vitesse, mais la voiture n'avance pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des compétences, vous avez les bons comportements professionnels ou personnels, tout va bien. Vous n'avez pas d'émotions particulières, de bonnes émotions, mais il y a quelque chose, c'est le frein à main qui est tiré. Le frein à main est tiré, vous aurez beau accélérer, la voiture n'avancera pas. Il faut lever le frein à main. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut lever vos blocages de pensée. Vous avez, quand vous manquez trop de confiance en vous, beaucoup de pensées négatives. Vous avez des besoins permanents. Vous fixez des injonctions à vous-même. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin qu'on m'approuve. Je suis aux abonnés des cas désespérés, penserait une femme qui n'arrive pas à faire un couple ou un homme. Je ne suis pas capable de dire ce que je pense en public. J'ai peur de ne pas être accepté. Tous ces doutes permanents qui envahissent notre cerveau, cette radio mentale permanente dont on avait parlé d'ailleurs dans l'anxiété qui nous envahit, Mmh. il faut en prendre conscience et il faut la modifier. C'est-à-dire que ça sera un point, je pense qu'une bonne thérapie de la confiance en soi, nécessairement, doit travailler sur la pensée. Je ne pense pas que de ne travailler que sur ses émotions, par toutes les techniques, on en reparlera, de thérapie sur les émotions, ne travailler que sur ses comportements ne suffira pas. Je pense qu'il faut que les auditeurs comprennent que, à la fois pour analyser, étiqueter, interpréter un de mes malaises, il suffit pas que je regarde ce qui se passe dans ma vie, il faut à chaque fois que je me demande qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Par exemple, prendre la parole en public, aller à une rencontre amoureuse, aller à un entretien d'emploi. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton comportement? Tu évites de te rendre. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Et qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Déjà, Mmh. ça va permettre aux gens de voir que c'est pas uniquement l'événement de vie qui déclenche le malaise. Et deuxièmement, ça va leur donner un pouvoir sur eux-mêmes. Parce qu'on va leur dire, bah, écoutez, vos comportements, on peut vous aider par des méthodes efficaces,
vos gestions des émotions, on peut vous aider par des méthodes efficaces. Et vos pensées négatives qui vous bloquent, on peut aussi vous aider par des méthodes efficaces. Et ces méthodes, j'insiste sur une chose, Anne, qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que c'est eux qui vont les appliquer sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils fassent une thérapie, qu'ils lisent une bande dessinée, qu'ils écoutent des podcasts métamorphoses ou ils font ce qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est que les professionnels leur proposent des méthodes pour s'auto-soigner, s'auto-prendre en charge. Et ces 3 méthodes, comportementales, émotionnelles et cognitives, peuvent être apprises par le grand public. Et donc, vous devenez autonome. Vous gérez votre confiance en vous tout seul. Vous n'avez pas besoin de spécialistes, vous n'avez pas besoin de médicaments, vous n'êtes pas dépendant de l'alcool ou dépendant de je ne sais quoi pour vous mettre en confiance. Alors, on y reviendra évidemment. Vous qui êtes spécialiste aussi de l'anxiété, dans l'anxiété sociale, hein, il y a le manque de confiance qui est un facteur aggravant. Donc là, il y a des liens, vous l'avez rappelé, entre les deux. Tout à fait. L'anxiété sociale, c'est la peur du jugement des autres. C'est ça la définition. Mais pourquoi j'ai si peur du jugement des autres? Tout simplement parce que j'ai un mauvais jugement sur moi-même. J'ai une mauvaise estime de moi qui fait que j'ai peur qu'on voit que moi, je me trouve nul ou mauvais. Donc, si je vais vers les autres, ils vont le voir, ils vont s'en rendre compte. Donc, je ne vais pas vers les autres. Je ne prends pas la parole au travail. J'essaye pas la relation amoureuse parce que j'ai peur qu'au fur et à mesure de la relation va s'étendre, je vais me dévoiler, on va voir à quel point je suis nul, même si je peux donner l'apparence, etc. Donc, le lien, effectivement, Anne, il est énorme. Puisque vous parliez du cogito, là, des pensées qui tournent en boucle, est-ce qu'il y a souvent une pensée racine, enfin un cœur, ou est-ce qu'il y a plusieurs pensées parasites qui sont dans des champs différents où globalement ça tourne toujours autour de la même boucle et qui est celle-là qu'il faut réussir à identifier? Dans mon ouvrage Princeps, Oser, thérapie de la confiance en soi, que j'ai écrit il y a 20 ans, j'avais décrit les 7 préjugés de la confiance en soi, qui, je pense, restent toujours d'actualité. Un des préjugés, je ne vais pas tous les citer, mais un des préjugés les plus courants pour la confiance en soi, c'est je ne me sens pas capable de. Voilà. Messieurs, mesdames, si la plupart de vos phrases mentales commencent par je ne suis pas capable de, si à chaque fois que vous devez affronter un événement de vie avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos amis, avec vos collègues, vous dites je ne suis pas capable de ou je ne serai pas capable de, c'est un mantra mental qui est en train d'abîmer votre confiance en vous. Je vous en donne un deuxième préjugé très fréquent, je vous donne les plus fréquents. J'ai Oui. besoin qu'on m'aime, qu'on m'approuve dans tout ce que je fais. Ça, c'est terrible parce que vous êtes dépendant de l'opinion des autres. Il C'est le faut que les besoin de autres vous approuvent. reconnaissance, oui. J'ai besoin de reconnaissance. Vous supporterez mal les critiques. Un troisième, je vous donne les plus courants que je rencontre en consultation, en fait. C'est le perfectionnisme. C'est énorme. C'est fou ce qu'il y a encore comme gens qui ne tolèrent pas la moindre erreur. Je dois tout faire parfaitement. Mais je dois tout faire parfaitement pour être une bonne personne. Et là, j'insiste juste sur ce point parce que c'est vraiment très fréquent et là non plus, les gens le décodent pas. C'est les gens qui ont des exigences trop élevées pour eux-mêmes. Autrement dit, je pourrais vous dire, ils se fixent la barre trop haute. Et ils ont une estime de soi, ça je vais vous le détailler dans 2 minutes, les 3 formes d'estime de soi liées à la performance, à l'approbation, à l'inconditionnel. Ils ont ce qu'on appelle une estime de soi liée à la performance, c'est-à-dire, ça veut dire, je m'aime, je m'apprécie. Le mot aimer, c'est s'apprécier, c'est se respecter soi-même. On devrait plutôt employer ces mots-là pour l'estime de soi. Lorsque je suis performant. Ça veut donc dire que je dois être performant pour valoir quelque chose. Et si je ne suis pas performant, si je suis en dessous de mes exigences, ça veut dire que je ne vaux rien. Mais comme ces gens se fixent la barre trop haute, lorsqu'ils vont se retrouver en échec, ce qui nous arrive à tous, évidemment, au lieu de se dire tu t'es fixé la barre trop haute, parce qu'ils n'en ont pas conscience de se fixer la barre trop haute, ils vont se dire c'est que tu n'es pas assez compétent. Donc, il faut que tu augmentes tes compétences et ils vont perdre l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation inverse entre l'estime de soi qui va baisser au fur et à mesure qu'on va monter nos exigences. Parce qu'ils vont donc remonter leurs exigences pour se dire je vaux quelque chose puisque je suis performant, j'ai fait quelque chose de très bien. Sauf que plus vous montez vos exigences, plus vous allez avoir d'échecs parce qu'on est comme on est. Et ces échecs vont revenir à chaque fois diminuer votre estime de soi en disant tu vois bien que tu es nul, tu n'y arrives pas. Alors qu'il faut simplement se dire c'est pas que tu es nul, c'est que tu as mis la barre trop haute. Et là, ça vous ouvre sur un deuxième champ, malheureusement pas assez exploité par les thérapeutes, qui est la thérapie du perfectionnisme. C'est-à-dire que si on fait la thérapie de ces exigences élevées, si on apprend à ces gens à admettre qu'ils n'ont pas à tout réussir parfaitement dans la vie, à ce moment-là, ils vont se fixer des objectifs à eux-mêmes qui seront beaucoup plus réalistes. Du coup, ils vont les atteindre et du coup, on va transformer le cercle vicieux de la non-performance en un cercle vertueux en leur disant, vous voyez, vous avez atteint vos objectifs, c'est donc bien que vous avez une valeur. Et là, on va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils vont agir, comme ils ont des objectifs atteignables, eh bien, leur estime de soi va remonter. Et c'est une façon détournée parce que la thérapie d'estime de soi n'est pas toujours facile d'emblée
Vous savez, on a des gens qui parfois ont eu des gros traumatismes infantiles, des vies très très difficiles, ils ont vécu des choses atroces. Et c'est pas toujours très simple. Ils ont tellement l'habitude de mal se juger, ça va pas toujours être si simple que ça de leur apprendre à positiver, comme on dit. Donc, dans ces cas-là, on peut avoir ce levier d'action qui est une thérapie de l'exigence élevée, qui est parfois moins compliquée que la thérapie d'estime de soi, mais qui aura le même résultat à la fin, puisque les deux sont liés. Mmh. Alors justement, vous avez parlé un peu des traumas ou des blessures sous-jacentes derrière cette volonté de performance, de reconnaissance, besoin d'approbation. D'où ça peut venir? Alors on va pas passer en revue, tous les traumas possibles et inimaginables, mais là, vous donnez un exemple dans le livre. Parfois, c'est l'humiliation, en fait, la banalité de l'humiliation du quotidien, je dirais malheureusement. C'est-à-dire que là, l'exemple est très bon dans le livre. Elle n'a pas eu une bonne note à l'école et je crois que c'est son père, qui va lui dire, «Bah, tu n'iras pas tu ne pourras pas sortir» et vraiment il lui fait sentir comme elle est nulle, elle ne pourra pas sortir et là, tout de suite dans sa tête, le lien se fait. Elle a été humiliée et ça va lui coller à la peau. C'est-à-dire que c'est ça, c'est un chemin très progressif en fait, le manque de construction de la confiance en soi ou la destruction de la confiance en soi, à part les traumas dont je parlais tout à l'heure très graves, mais sinon c'est très très progressif. Et il y a deux facteurs qui jouent. C'est-à-dire, on vit quand même dans un monde qui nous renvoie pas toujours du positif. Vous êtes d'accord avec ça? De temps en temps, il y a des gens qui nous renvoient du négatif et même sont pas nécessairement malveillants. Là, le père, il croit bien faire. À l'époque, il voulait que sa fille réussisse. Il fallait qu'elle ait des bonnes notes, etc. Il se rend pas compte de sa maladresse, mais n'empêche qu'il est maladroit, bel et bien. À l'heure d'aujourd'hui, on conseillerait pas du tout à un père de dire ça à sa fille lorsqu'elle ramène une note, euh, par exemple, qu'elle est deuxième et qu'elle n'est pas première. Bon, ou à son fils, ça changerait rien d'ailleurs. Mais il y a un deuxième facteur sur lequel j'attire votre attention, c'est que tous les enfants vont pas être aussi sensibles aux discours négatifs qui les entourent. Mmh. Vous avez des enfants qui sont beaucoup plus sûrs d'eux et qui vont dire mais mon père est un con. Voilà. Et eux, c'est un peu triste à dire, mais eux, leur estime de soi sera pas si atteinte que ça. Donc, entre incorporer tout ce que dit le papa, si mon papa dit que je suis nul, c'est que je suis nul, et aller jusqu'à dire mon père est un con, ce qui serait rejeté toute sa vie paternelle, je pense que la bonne solution est un peu entre les deux, mais surtout que ça nous permet de comprendre quoi. Comme je dis aux patients quand ils arrivent, je vais pas changer le monde. Je vais pas changer votre père, je vais pas arrêter les guerres, je vais pas arrêter votre surcharge mentale, je vais pas arrêter votre surcharge de travail, je vais pas changer vos collègues irascibles, je vais pas changer vos problèmes de couple si facilement. La seule chose que je peux changer, donc je changerai pas les événements négatifs qui vous entourent. Ce que je peux vous aider à changer vous-même, c'est votre force face à l'adversité. C'est pas que vous alliez jusqu'à penser que votre père est un con, mais que vous sachiez lui dire, écoute, papa, maintenant j'ai 40 ans, on a grandi. Vous savez, c'est une technique dans laquelle on parle à son enfant intérieur, celle à laquelle vous faites référence dans la bande dessinée, qu'on appelle la technique du reparentage d'un grand thérapeute qui s'appelle Jeffrey Young, et qui est Oui. une technique où en fait on fait parler l'enfant adulte à lui-même. Donc si on fait parler cette petite fille à 40 ans ou à 50 ans comme si comme si elle était dans l'enfance, elle va répondre à son père, écoute papa, je te remercie de ton avis parce que je sais que tu veux que je progresse. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Mais tu sais, quand tu me traites comme ça, quand tu me parles comme ça, en fait, ça m'aide pas. Ça me fait pas progresser. Donc si tu pouvais garder ta valeur qui est d'aider ton enfant à réussir sa vie, même encore maintenant quand je suis adulte, j'ai besoin de toi, papa. Mais si tu pouvais me formuler les choses de manière plus positive, plus constructive et qui m'aiderait, et si tu veux, je peux te dire quel genre de phrases peuvent m'aider, papa. Eh bien, vraiment, je serais très heureuse de continuer à écouter ton point de vue. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une technique d'affirmation de soi. On Oui, utilise en thérapie de l'estime de soi, c'est-à-dire dans cette technique, on va reparler à l'enfant blessé. C'est extrêmement puissant. Alors, l'affirmation de soi elle-même, parler à son papa comme ça, c'est très facile. On fait des groupes, des thérapies de groupe, 10-15 séances. Par contre, la thérapie de reparentage, parler à l'enfant blessé, ça, il vous faut un professionnel pour le faire. Oui, ça s'improvise pas et ça vous le dites, vous mettez en garde aussi d'ailleurs, à la fin de votre ouvrage. Il faut vraiment des gens qui soient, chevronnés et qui soient habitués de faire ce type de thérapie. Alors Mais j'ai tenu à en sur parler quand même, hein, excusez-moi, juste pour la première phrase que vous m'avez dit tout à l'heure, une des premières, pour que les gens ne croient pas que c'est une fatalité et que ça se traite à tout âge. Avec ces méthodes, on peut traiter des gens qui manquent de confiance en eux et qui ont 65 ans. On peut le faire. Mais simplement, il faudra le faire dans un certain cadre. alors est-ce que ça permet de restaurer l'estime inconditionnelle et qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut la définir, cette estime inconditionnelle? Et puis, vous me voyez venir, ensuite on ira vers
qu'est-ce que le juste cocktail finalement de la bonne estime de soi? Oui, alors faut bien qu'on redéfinisse les 3. Il y a 3 formes d'estime de soi. Donc, il y en a une, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'estime de soi liée à la performance. Je m'aime lorsque je suis performant. Donc là, ça vous met en dépendance de votre propre performance et ça explique pourquoi, encore tout à l'heure, en téléconsultation, juste avant vous, j'ai eu un monsieur qui s'est retrouvé en burn-out, un monsieur brillant, qui se prend en charge lui-même, enfin, qui est plein de ressources, croyez-moi, psychologiques et physiques d'ailleurs, et il s'est brûlé tout seul. Tout simplement parce qu'il voulait absolument être dans comme il me dit lui-même, tout ce que je fais, il faut que je fasse parfaitement, quoi. Il faut que je sois performant pour m'apprécier moi-même. Voilà. Ça, c'est la première forme d'estime de soi. Il en faut une dose, on va en parler, mais il faut pas dépendre que de ça. Sinon, vous êtes obligé d'être dans l'action permanente pour vous aimer. Et c'est pour ça que les gens s'arrêtent pas, arrivent pas à s'arrêter, arrivent pas à se dire non à eux-mêmes et ils se retrouvent en burn-out. Ça, c'est une des causes les plus fréquentes de burn-out. Ensuite, vous avez l'estime de soi liée à l'approbation. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai besoin qu'on m'approuve, j'ai besoin qu'on me dise des choses bien et je supporte mal la critique parce que la critique, au lieu de l'entendre comme une critique de mes comportements qui pourraient me faire progresser, je vais l'entendre comme une remise en cause de ma personne et si j'ai une estime de soi fragile, ça risque de m'atteindre trop. Et la troisième forme d'estime de soi, c'est donc l'estime de soi inconditionnelle. Justement, lorsque vous n'avez pas été performant, voire que vous avez été en échec, lorsque vous avez été abandonné par quelqu'un qui vous tenait dans le cadre d'un couple ou un ami, donc vous êtes pas approuvé, il vous reste une estime de soi inconditionnelle et vous allez vous dire, Anne, Frédéric, je ne remets pas en cause ma valeur à cause de cet échec et à cause de cette désapprobation. Je garde une certaine valeur. Une certaine valeur, je répète, qui à travers ma définition de la confiance en soi n'est pas un chiffre de 0 à 100. Et simplement, ma valeur humaine, c'est ma valeur de la condition humaine avec mes forces, mes faiblesses, ce que je sais faire et ce que j'échoue. Ce qui compte, c'est que le regard que nous portions sur nous-mêmes corresponde à la réalité. En thérapie, ce qu'on va faire, en fait, tiens, ça me vient ça, c'est qu'on va rapprocher les gens, le regard qu'ils ont d'eux-mêmes, du vrai eux-mêmes. C'est ça le but de la thérapie. C'est qu'ils soient conscients de qui ils sont vraiment et de ce qu'ils peuvent faire. Alors ça pose une autre question. Qu'est-ce que je suis vraiment? Et oui, qui suis-je? Il y a longtemps qu'on se la pose celle-là. Hein. Quand même. Alors, c'est un ça. peu compliqué, qui suis-je? Donc, ce que je vous disais, c'est, en thérapie, on va leur dire déjà, qu'est-ce que vous savez faire que vous ne savez pas que vous savez faire? Je répète pour les auditeurs, quelles sont vos compétences que vous ne savez pas que vous avez? Qu'est-ce que vous savez faire que vous ne savez pas que vous savez faire? Moi, je vais leur montrer, je vais leur apprendre à savoir qu'ils savent faire. J'ai une image, bon, elle n'est pas très élégante, je m'en excuse auparavant. Quand ils sont assis en face de moi, je leur dis, vous êtes assis sur vos compétences, levez vos fesses, levez-vous de votre chaise, regardez la chaise et vous allez voir toutes vos compétences. Mais comme vous êtes assis dessus, vous les voyez pas, donc vous ne les utilisez pas. Et à terme, comme vous ne les utilisez pas, vous allez finir par douter que vous les avez. Donc mon rôle, ça sera déjà, en les faisant parler, déjà, de leur dire, voyez, ça, vous savez faire. Alors des fois, ils me regardent en me disant, mais vous êtes le premier à me dire que c'est bien, à me faire des compliments. Oui, alors entourez-vous mieux. Si papa et maman vous ont pas fait de compliments, si votre conjoint, votre conjointe vous en font pas, si vos enfants, alors les enfants, faut leur demander les compliments, ils en font pas toujours aux parents, hein. Ne vous en font pas, parce qu'on peut râler qu'on n'en a pas reçu comme enfant, mais quand on devient parent, on peut demander à nos enfants de nous renvoyer du positif aussi. Ça sera très bon pour leur future confiance en eux. Donc voilà, peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude de recevoir des compliments, de voir ce que vous y êtes bien. Maintenant, vous allez être votre propre, et je leur apprends à se faire des compliments à eux-mêmes. À chaque fois qu'ils font une bonne action dans la journée, vous vous arrêtez, vous mettez une alarme sur votre téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Tiens, je suis contente. Mais ça peut être quelque chose de tout bête. Ça peut être, j'ai encore dit bonjour de manière très sympa à tous mes collègues ce matin. D'ailleurs, il y en a même un qui m'a dit, c'est sympa, tu arrives toujours en souriant le matin. Ou alors, j'ai invité telle personne au café. Ça suffit. On vous demande pas de faire des miracles, des trucs spectaculaires, d'être champion aux Jeux Olympiques. On ne sera pas tous. On vous demande de prendre conscience de ce que vous faites déjà. Et les gens sont étonnés parce qu'ils viennent chez moi chercher des nouvelles recettes pour prendre confiance en eux. Mais je leur dis, vous l'avez déjà, la confiance en vous, mais vous la voyez pas. D'ailleurs, c'est pas un peu le risque de celui qui a développé un faux self dont on parlait tout à l'heure, qui est un peu dans l'arrogance, la fameuse personnalité, où on pourrait parler aussi des comme si, qui sont dans une forme d'illusion, alors que dessous, en fait, c'est creux dans le sens où ça doute, parfois même de manière pathologique.
Ça me rappelle une histoire, monsieur qui souffrait de ce qu'on appelle un trouble de personnalité narcissique. Je pense que vos éditeurs savent ce que c'est. C'est quelqu'un qui s'aime trop lui-même, hein. C'est l'excès de confiance en soi, en quelque sorte. Donc, il est arrivé en Ferrari, en bas de mon cabinet, avec des mocassins dont il m'a tout de suite dit qu'ils valaient, c'était ceux d'un ministre à l'époque, mais bon, qui valaient 6 000 € en crocodile, avec des trucs Hermès partout. Et il s'assoit et il me dit, moi, je tombe toutes les femmes que je veux, je suis le meilleur. Et au bout de 10 minutes, il était écroulé en pleurs en me disant, je suis une grosse merde. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a que chez nous qu'ils arrivent à se dévoiler. Et il est parti et il m'a dit, vous me reverrez jamais parce que je déteste être confronté à cet aspect de moi-même. Mmh. Et il est retourné jouer son faux self dans la société. Vous voyez, c'est un échec pour moi parce que malheureusement, il n'a pas pu accéder. J'ai pas réussi à lui faire passer le message que peut-être entre le génie qu'il voulait présenter et la merde qu'il pensait être, il y avait peut-être des intermédiaires qu'on allait pouvoir travailler. Mais il était déjà tellement... Et puis le problème, il avait tellement de renforçateurs. Il avait des cours autour de lui, il était devenu très riche. Effectivement, tout le monde le maintenait dans ce narcissisme. Enfin, je ne vais pas vous prendre des exemples de dirigeants narcissiques pour vous faire comprendre qu'il y a un lien entre le narcissisme et le pouvoir et que si vous n'êtes pas narcissique avant le pouvoir, vous le devenez après. Enfin, je schématise un peu, mais c'est quand même... Donc, il faut bien comprendre ce qu'on appelle l'effet des renforçateurs. C'est-à-dire, si quand dans votre vie, votre comportement vous apporte plein de choses, ben, vous aurez toutes les peines du monde à aller voir un psy pour le changer. Mmh. Et c'est le problème des gens trop sur d'eux, des adultes rois, et attention, on voit aussi des enfants rois qui fonctionnent comme ça. Alors, c'est une question un peu connexe à ça. Est-ce que on peut avoir confiance en soi dans un domaine et être très peu sûr de soi dans un autre? C'est pas tout à fait le même champ, hein, que ce que vous venez d'expliquer, mais il pourrait y avoir des relations. Oui, mais la question est importante, Anne, parce que c'est très fréquent ce que vous dites. Si vous voulez, il y a 4 domaines de vie dans lesquels on va pouvoir évaluer notre confiance en soi, et ça, vos auditeurs peuvent le faire par eux-mêmes. Est-ce que j'ai confiance en moi, dans ma vie professionnelle? Est-ce qu'au travail, je dis ce que j'ai à dire? Alors, avoir confiance en soi et être affirmé, attention, hein, c'est pas écraser les autres et c'est pas s'écraser soi-même. C'est exprimer mes désirs, mes besoins, en tenant compte de ceux des autres. C'est-à-dire, mes besoins, mes désirs sont importants, mais ceux des autres aussi. D'ailleurs, vous faisiez référence à un petit podcast que vous souhaitez donner à vos abonnés. Il y a un exercice, c'est comment demander une augmentation de salaire. S'ils l'écoutent, ils verront que justement, c'est pas imposer, c'est aussi tenir compte de l'employeur. Voilà. Donc là, du coup, moi, j'ai voulu faire un lien, Anne, et je suis un peu perdu par rapport à votre question qui était importante. Je vous la redemande, s'il vous plaît. Oui, c'était avoir confiance en soi dans un domaine et être peu sûr de Ça soi y est, dans un autre. j'y suis, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 4 domaines de vie. Donc là, à l'instant, je parlais du professionnel. On peut avoir confiance en soi dans sa vie au travail. On peut avoir confiance en soi dans sa vie amicale avec ses amis. On peut avoir confiance en soi ou pas dans sa vie sociale avec les voisins, oser aller faire des activités communales ou autres. On peut avoir confiance en soi dans sa vie intime. Alors la vie intime ou pas, hein, c'est la vie amoureuse, les relations par-enfant dans les deux sens. Et à la différence du pied amical, c'est les quelques amis, ça se compte en général sur les doigts d'une main, avec qui on va vraiment se confier, se révéler, et ils vont se révéler avec nous, hein, c'est dans les deux sens. Donc voilà, ça vous fait 4 domaines. Vous avez des gens en consultation qui manquent de confiance en eux dans tous les domaines, donc ils s'affirment pas en vie sociale, ils s'affirment pas au travail, ils s'affirment pas en amour, ils s'affirment pas avec leurs amis, mais, et c'est très fréquent, il y a une personne dans la BD qui est très intéressante et qui est très fréquente, qui est une jeune femme qui est très affirmée dans son boulot, qui dirige une équipe, qui a aucun problème pour faire obtenir ses droits et tout, elle est même super sûre d'elle, et qui en amour ne vit que des catastrophes, tellement elle doute d'elle. Donc vous voyez, ce personnage qui est la condensation de nombre de personnes que j'ai rencontrées en consultation sont des gens qui, comme vous le dites, ont un problème d'estime de soi localisé, par exemple dans le domaine amoureux, et pas du tout dans d'autres domaines. Oui, ça c'est très Oui. fréquent. Ça peut être l'inverse au travail. Ça peut être des gens qui manquent de confiance en eux au travail et qui en manquent pas dans d'autres domaines. Ça peut être des gens dans la vie sociale. Je pense à un grand dirigeant syndicaliste qui me disait, mais moi là, docteur, je vais place Bellecour à Lyon parce que j'étais installé à Lyon. Vous me donnez un haut-parleur et je vous manie une foule entière, je vous l'amène en défilé, ça me pose aucun problème. Par contre, la rencontre féminine, j'ai la diarrhée avant de la rencontrer, quoi, tellement j'ai peur et tellement je Mmh. manque de confiance en moi. Vous voyez? Donc ça donne en fait des déclencheurs du manque de confiance en soi qui peuvent être différents. Certaines peuvent être assujetties. C'était l'exemple que vous donniez tout à l'heure de celui qui finalement n'osait pas demander sa promotion alors qu'il était compétent.
Ça peut être la fuite, là, ce que vous devez voilà, il dit, avant d'aller à une rencontre amoureuse, j'ai plutôt envie de partir en courant et cetera. Donc ça donne quels sont les comportements, qui font suite, en fait, à ce manque de confiance en soi. Est-ce qu'on peut avoir quelques, là, on a parlé de l'exigence élevée tout à l'heure, du schéma d'exigence. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, il y a alors, au niveau de l'affirmation de soi, on va pas prendre sa place. C'est-à-dire que on va pas exprimer de besoin. Donc, ça fera qu'on sera sous-qualifié, par exemple, au niveau professionnel. Ça fera qu'on sera pas entouré, dans la vie amoureuse ou la vie amicale de gens que l'on mérite. On aura des relations souvent, de domination. Il y a le thème de la manipulation qui est fréquente, des gens qui manquent de confiance en eux. Par exemple, dans les couples qui manquent d'estime d'eux, j'en ai aussi beaucoup de cas comme ça, vont tomber sur des gens toxiques pour eux, qui vont les manipuler, qui vont les utiliser. Vous avez, des tas de comportements comme ça qui lient, le manque de confiance en soi. Vous avez le fait que, par exemple, si vous manquez d'affirmation de soi, vous allez pas savoir dire non, donc vous allez vous retrouver envahi de trop de tâches, par exemple, et faire une dépression d'épuisement, qu'on appelle maintenant burn-out. Si vous savez pas dire non, vous allez vivre pour l'autre et pas vivre pour vous. Vous allez faire ce que les autres veulent. Vous allez être soumis à leurs désirs. Vous oserez pas faire des compliments souvent aux autres si vous manquez d'affirmation de soi. Donc, eh bien, ma foi, du coup, les gens auront l'impression que vous intéressez pas à eux, alors que ça sera pas vrai du tout. Et à l'inverse, vous aurez toutes les peines du monde, si vous manquez d'estime de soi, à recevoir des compliments. Si on manque d'estime de soi, il y a 2 grands symptômes, c'est que les compliments nous gênent, nous mettent mal à l'aise. Comment puis-je accepter qu'on me dise que j'ai fait quelque chose de bien alors que moi je me trouve nul? Vous comprenez? C'est pas crédible. Les Mmh. gens pensent que les compliments sont pas crédibles quand ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Et le deuxième domaine qui nous permet de repérer un manque d'estime de soi, c'est le fait qu'on va être complètement déstabilisé par une critique. Parce qu'il y a des bonnes critiques qui sont faites sur ce qu'on fait, non pas sur ce qu'on est. Ça, c'est important, hein, pour les gens qui se laissent critiquer sur leur comportement. On a le droit de critiquer votre travail, mais on n'a pas le droit de critiquer votre personne. On a le droit de vous dire, Martin, ton dossier, là, c'est pas terrible, surtout si on vous dit pourquoi et qu'on est précis dans ce qu'on vous dit. Et en plus, qu'on vous donne une possibilité d'améliorer votre travail. Par contre, on n'a pas le droit de vous dire, Martin, tu es un mauvais travailleur. Ça, c'est un jugement de votre personne. Donc, ce que je dis aux auditeurs, c'est laisser les critiques justifier, écoutez-les et acceptez-les, mais refusez toute critique injuste et toute agression de votre personne, même que par des mots. On est passé un peu vite sur le problème du harcèlement à l'école tout à l'heure, mais c'est ça aussi, hein, c'est des enfants qui vont être critiqués, mal jugés dans une cour d'école et qui n'ont pas la capacité à répondre. C'est pourquoi les thérapies d'affirmation de soi, qui sont les plus simples des trois, hein, la thérapie d'affirmation de soi, confiance en soi, estime de soi, c'est la thérapie d'affirmation de soi qui est la plus simple, sont extrêmement importantes à mettre en œuvre, même chez des enfants, chez des adolescents, chez des jeunes, parce qu'on va leur apprendre à se défendre, on va leur apprendre à se protéger. Le maître mot de l'affirmation de soi, c'est me protéger. Et pour me protéger, je donne 2 indications à vos auditeurs. C'est d'une part, apprendre à dire non. Là, tu vois, je pose mes limites. Ça oui, ça non. Dans votre couple, avec votre collègue, ça tu peux pas. Ça je veux, ça je ne veux pas. C'est à nous de décider ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Donc il faut apprendre à dire non et ça s'apprend pour ceux qui savent pas faire. Il faut vous y consacrer, il faut le travailler, mais ça s'apprend. Et la deuxième chose pour nous protéger, poser nos limites aux autres, c'est répondre à la critique, c'est-à-dire accepter les critiques justifiées et refuser les critiques blessantes. Et ces deux mêmes méthodes de protection, dire non, accepter les critiques, j'ose affirmer une chose, Anne, c'est que c'est la meilleure prévention des systèmes de manipulation. Si vous ne voulez pas être soumis à un scénario manipulateur au travail, dans votre couple, il est essentiel que vous appreniez à vous protéger en apprenant à dire non, en apprenant à répondre aux critiques, entre autres choses. Il y a d'autres méthodes. Mais je pense que ça, c'est important à souligner parce que c'est un thème qu'on voit beaucoup actuellement, ces questions des relations toxiques. Oui, c'est ce que vous appelez aussi, hein, qui a été mis en évidence par Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive. C'est cette notion d'impuissance apprise avec ce harcèlement dont vous parliez, que ce soit dans un cadre professionnel, conjugal, scolaire, vous l'avez rappelé. C'est ces petits traumatismes répétés, c'est ça? C'est ça, Martin Seligman a dit ça il y a près de 50 ans, je crois, et Dieu sait si c'est important parce que l'impuissance apprise, vous savez, ça mène à la dépression.
Si je me dis: «Je sais que je ne peux rien faire», à chaque fois que je fais quelque chose, je me retrouve impuissant, je vais finir par me déprimer. Et donc c'est un des premiers modèles qui nous a beaucoup servi en thérapie pour, prendre en charge les états dépressifs. Et là, ça permet justement d'aller vers ces techniques d'affirmation de soi. Vous prenez, dans la bande dessinée l'exemple du voisin dérangeant, par exemple. C'est comment ou alors ça peut être au travail, c'est comment finalement je peux m'affirmer tout en restant dans une forme de bienveillance, c'est-à-dire que je ne tombe pas dans l'agressivité parce que la difficulté pour cette personne, c'est comme elle ne sait pas comment faire, c'est de trouver finalement le bon curseur d'affirmation de soi et c'est là où il y a cet apprentissage, j'imagine. Alors oui, il faut bien qu'on définisse 3 grands types de comportements. Là, on parle de ce qu'on fait, pas de ce qu'on est. Il y a le comportement affirmé, le comportement passif et le comportement agressif. Le comportement passif, c'est je m'exprime pas, j'exprime pas mes droits, mes désirs et je laisse l'autre prendre ma place du coup. Donc ça donne des personnes, s'ils ont trop de comportements passifs, qui vont être dans la soumission à l'autre. Le Mmh. comportement agressif, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire j'exprime mes droits abondamment, parfois même bruyamment, et je tiens pas compte de ceux de l'autre. Alors du coup, ça va mettre l'autre en soumission, ça donne pas non plus une relation saine. Le seul comportement qui donne une relation saine, c'est le comportement affirmé, que je veux redéfinir parce qu'en France, l'expression affirmation de soi est un peu mal définie, c'est-à-dire qu'on pense que c'est être agressif, faire cogner du poing sur la table, pas du tout. Être affirmé, c'est m'exprimer autant que ce que j'écoute l'autre. C'est la règle des 50-50. J'ai le droit de m'exprimer 50% du temps, de dire 50% des choses, par exemple dans un couple, mais l'autre a autant de droits que moi. Voilà. C'est ça l'affirmation de soi. C'est la seule qui mène à une relation équilibrée. Ce que je voudrais dire ici, pour les abonnés de Métamorphose, c'est que ces travaux d'affirmation de soi datent des années 60, Mmh. qu'ils ont été divulgués dans le monde entier, travaillés par des thérapeutes de très haut niveau, avec beaucoup de travaux de recherche, qu'ils ont été généralisés dans leur application, mais probablement pas assez en France. Je voudrais donc dire que nous avons un support théorique et technique qui est énorme. Et ces gens nous ont fourni des techniques, par exemple, pour faire une demande, je vais y venir, ou pour dire non, qu'ils ont mis en place et qu'on applique depuis 60 ans maintenant avec une énorme efficacité. Le public français ne se tourne pas vers ces méthodes d'affirmation de soi qu'ils peuvent trouver dans des podcasts, dans des livres, chez certains thérapeutes. Donc, ces méthodes, par exemple, pour aller demander quelque chose, il va s'agir, par exemple, à un voisin du dessus qui ferait trop de bruit. Soit vous ruminez dans votre tête et vous tournez en rond dans votre salon en disant quel enfoiré, j'en ai marre, mais vous montez pas le voir. Vous avez ce qu'on appelle un comportement passif. Vous faites rien, vous voyez bien quel état émotionnel, ça va vous frustrer. En plus, vous allez vous mettre en doute vous-même, vous allez vous critiquer vous-même, vous dire j'ai même pas été capable, je suis vraiment qu'un loser, j'ai même pas capable d'aller voir mon voisin. Donc, vous voyez le cercle vicieux qui va s'instaurer. Soit vous prenez votre balai, vous tapez sur votre plafond en criant, vous mettez votre sirop à fond. T'en as pas marre de faire du bruit. Excusez-moi, Anne, je crie, hein, mais c'est pour les besoins de la scène. Bien sûr. Euh, T'en as pas marre de faire du bruit, il y en a marre, c'est toujours pareil, tout le monde s'en fout, puis on généralise la société, il y a plus que des gens qui pensent qu'à eux. Vous voyez, on part comme ça, ou alors ceux qui téléphonent à côté de vous dans le TGV. Ouais, il y en a marre, tout le monde pense qu'à ça. Bon, hop, là, on est agressif, du coup. On va pas se faire un copain du voisin, hein, ça, c'est sûr. Et on n'a pas laissé l'autre s'exprimer. Alors certes, on a exprimé nos droits. Parfois, d'ailleurs, on voit des gens passer du passif à l'agressif. Donc, on leur dit, attendez, c'est déjà bien vous exprimer, c'est mieux que quand vous étiez passif. Mais, par contre, pour vos relations à l'autre, c'est encore pas terrible. Donc, on va vous apprendre à monter voir le voisin en lui disant, bah, je vois que vous appréciez la musique. C'est super. Je voulais simplement vous signaler que d'en dessous, ça faisait un peu de bruit pour moi le soir. C'est vrai que ça peut me déranger. Si vous acceptiez de baisser un peu votre volume lorsque je vous le fais remarquer, ça me ferait très plaisir. Il y a quelque chose un peu comme ça. Après, on le formule comme on veut, mais l'idée, c'est à la fois de comprendre que le voisin n'est pas un ennemi, qu'il a le droit d'aimer la musique, qu'il a le droit de l'écouter, mais c'est important de lui donner l'information que nous, en dessous, le volume nous gêne. Mmh. Et là, on a des chances de s'en faire un ami. Parce qu'on on l'a pas soumis à notre autorité, on ne l'a pas imposé, on ne lui a pas arraché sa chaîne stéréo, on ne lui a pas coupé l'électricité, on lui a parlé gentiment. Ouais, c'est ça, c'est la méthode, JPE, c'est ça, une demande directe, précise et empathique, hein, c'est-à-dire et on Je parle pour au «je». JPE, Ouais. c'est J pour je, P pour précis. On va une phrase, on va pas parler des heures. Et empathique, c'est je respecte l'autre. C'est essentiel. Mmh. Donc ça, c'est très important de l'apprendre. Alors, peut-être pour, simplement faire la conclusion, de l'estime de soi, parce qu'après on est parti sur autre chose.
sur ce fameux cocktail. On était parti là-dessus, mais il y a déjà presque 15 minutes. Le cocktail, un tiers lié à la performance, un tiers lié à l'approbation des autres et un tiers lié à l'estime inconditionnelle. Parce qu'on n'avait pas conclu que finalement, une bonne estime de soi, c'est le mélange de ce cocktail-là. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin des autres. On a besoin aussi parfois de s'estimer lié à nos performances. On n'a pas dit que ça n'existait pas, hein. On n'a pas conclu dessus. Ouais, vous venez de le faire très élégamment. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on n'a qu'une estime de soi inconditionnelle, on n'a plus qu'à aller vivre sur une île sans voir personne, être un gros égoïste et s'en foutre complètement de l'opinion des autres. Franchement, ça donne pas quelqu'un de très équilibré. Donc, qu'on se soucie de l'opinion des autres sur nous, surtout des autres qui comptent, et surtout lorsqu'ils nous donnent des opinions sans nous agresser, c'est très important. Donc, il faut une partie, un tiers de l'estime. Alors, je dis un tiers, trois tiers, non. Une partie de notre estime de soi liée à l'approbation des autres. Si on se soucie pas de nos performances, on fait plus rien, on reste au lit le matin. Donc, il faut un peu une estime de soi liée à notre performance, et c'est vrai que le fait d'être fier d'avoir bien fait quelque chose, c'est normal. Mais il faut aussi une inconditionnelle, une partie, parce que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est lorsqu'on sera en échec, lorsqu'on aura des événements de vie qui nous mettront en échec, donc notre performance n'est plus là pour nous soutenir. Lorsqu'on sera désapprouvé, ça peut arriver d'être rejeté par un groupe entier, croyez-moi, c'est très traumatisant. Et là, si on n'a pas un peu d'estime de soi inconditionnelle, eh ben, on risque d'être en danger. Donc l'estime de soi inconditionnelle, c'est celle qui est un peu au socle, c'est notre réserve, j'allais dire. C'est la réserve indispensable dans laquelle il faut pas mordre. Alors, quelques recommandations pour savoir dire non. Vous en avez peut-être un peu parlé. Comment est-ce qu'on apprend à poser ses limites? C'est pas toujours facile pour les gens qui ont jamais dit non finalement, qui disent jamais non. Ça va pas être facile de tout d'un coup se mettre à dire non. Puis en plus, ça va déstabiliser tout leur entourage. Il faut bien expliquer aux gens quand ils font de l'affirmation de soi, il faut que l'entourage ait le temps de s'adapter. Donc comme c'est parfois difficile à dire non, bon, alors il y a des méthodes pour dire non direct, on va leur apprendre à ne plus dire oui. C'est-à-dire qu'on va leur dire quand on vous demande quelque chose, est-ce que tu peux me faire ce dossier d'ici vendredi, Frédéric? Là, écoute, Anne, tu me prends de court, je ne sais pas. Je vais voir. Si Anne insiste, parce que c'est pas le cas, hein, ça m'étonnerait qu'Anne insiste, mais si Anne était une personne un peu dominante, intrusive, elle pourrait me dire, oui, mais enfin, Frédéric, mon dossier est urgent, il faut que tu me le prennes. Je pourrais continuer à dire, écoute, faire de l'empathie, je comprends bien que le dossier est urgent, et crois-moi, je vais tout faire pour t'aider dans cette tâche. Mais c'est vrai que moi, m'engager tout de suite, oui, là maintenant, avec les autres dossiers que j'ai, c'est un peu difficile. Je vais y réfléchir et je reviendrai te faire une proposition. Voyez? C'est-à-dire qu'on C'est un dit pas principe de négociation un peu, oui. ah ben, entre le oui et le non, il y a la négociation. Ça, c'est C'est sûr. ça. C'est-à-dire qu'on va pas s'opposer complètement et après on va revenir, par exemple, en disant: «Bah, écoute, ton dossier pour vendredi, OK, parce que je vois que c'est tellement important pour toi, puis moi, on est tous les 2 dans la même équipe, hein, il faut que l'entreprise, elle tourne. Mais tu sais, justement, puisque tu m'en parles, regarde, moi, d'ici vendredi, j'ai 4 autres dossiers à faire, dont le Durand qui est extrêmement lourd. Est-ce que tu accepterais qu'on diffère le dossier Durand pour que je puisse te rendre service sur le Martin que tu me demandes de faire tout de suite?» C'est ça. Et là, vous avez envie de travailler avec moi, c'est ça qui vous fait rire. Oui, c'est ça tout de suite, je vais venir, vous allez me prendre comme assistante. Une nouvelle carrière va s'ouvrir à moi. Ouais. Alors, on parle des compliments. Alors, c'est vrai que chez nous, culturellement, dans notre société française ou peut-être même européenne, le compliment peut être vu comme il essaye de me passer de la pommade dans le dos, soit il se fout de moi, soit il essaye de manipuler. Alors que si on prend la culture anglo-saxonne, notamment chez les Américains, yes, you can, fantastique, incroyable, extraordinaire. Nous, quand on arrive là-bas, on se dit clairement, il se fout de ma gueule avec ses compliments. Donc là, on voit bien comme dans l'inconscient collectif, si on se réfère à Jung, on pourrait avoir déjà culturellement des différences par rapport à ces compliments. Les présidents américains, c'est même pas yes I can, c'est yes we can. Ouais. Comme ça, on met tout le monde de notre côté. Oui, alors le compliment, d'autant que, vous savez, il peut être parfois manipulateur ou toxique ou malhonnête, le compliment. Ça arrive, la Mm. flatterie, le compliment. Donc là, il y a une démarche qui est bien expliquée dans différents de mes ouvrages, qui consiste à faire la différence entre le compliment authentique et le compliment toxique, par exemple manipulateur, parce que l'entrée dans la manipulation se fait essentiellement avec des compliments. Le manipulateur, quelqu'un de très gentil qui va beaucoup vous complimenter. Donc c'est important de savoir ça, et c'est important de faire une technique qu'on appelle l'enquête. Ce sont d'ailleurs les journalistes qui nous l'ont appris, cette technique. Vous avez sûrement été formés dans les écoles de journalisme pour ça. C'est l'enquête de l'inspecteur Colombo ou de Sherlock Holmes, qui consiste à poser des questions. Quand tu me dis que tu me trouves bien aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves bien?
ou ah, tu m'as fait un travail super. Qu'est-ce qui a été super dans mon travail selon toi? On va faire préciser les choses. Ça s'appelle la technique d'enquête positive. Comme une enquête, on pose des questions, on appelle les questions ouvertes. Une question ouverte, c'est l'inverse d'une question fermée. Et la définition d'une question fermée, c'est je réponds par oui ou non à la question. Donc la question ouverte, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Et je vais donner des petits trucs à vos auditeurs pour qu'ils puissent s'entraîner à faire des questions ouvertes. Je vous demande, messieurs, mesdames, de commencer vos questions, ou je vous propose, par qu'est-ce que, qu'est-ce qui, comment, pourquoi. Parce qu'à ces formules-là, on ne peut pas vous répondre oui ou non. Et du coup, la personne qui vous complimente va être obligée de préciser. Si c'est un manipulateur que vous rencontrez dans un bar et qui, au bout d'une heure, vous dit vous êtes la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée, je suis sûr qu'on aura une très belle vie ensemble, il faut lui répondre qu'est-ce qui te fait penser que je suis si merveilleuse? Qu'est-ce qui, dans nos discussions depuis une heure, quels sont les points, mes caractéristiques, ce que j'ai dit, qui a pu te faire penser ça? Vous verrez assez vite. Je vois la scène, c'est assez drôle. Non, mais je la raconte Excellent. un peu de manière humoristique et un peu caricaturale, mais c'est ça Oui, l'idée. C'est-à-dire, ouais. à la fois éviter de prendre tout compliment. Si vous manquez d'estime de soi, vous serez toute fière de recevoir un compliment. Vous serez toute fière de plonger vers une relation qui va vous faire croire que vous êtes merveilleux. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'estime de soi. Par exemple, dans les problèmes de couple, je dis souvent aux gens, chacun d'entre vous doit d'abord prendre confiance en lui. Après, on verra ce que devient le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Après, il y a des compliments réels, objectifs. Donc, les gens qui vont vous dire, bah, écoute, d'abord, ils vont moins vous en dire. Ils vont pas vous dire que vous êtes la femme de leur vie merveilleuse. Ils vont vous dire, écoute, en tout cas, on a parlé d'écologie. Moi, j'ai été assez d'accord avec ce que tu as dit. Puis, je trouve que c'est bien parce que j'ai vu que tu milites dans des associations. Tu as l'air d'avoir un esprit entreprenant, par exemple, et d'autres choses que nous sommes dit depuis une heure. Voilà un des éléments qui me font dire que tu es une femme avec qui j'ai envie de poursuivre une relation. Voilà. C'est-à-dire qu'il a quelque Et, chose à vous dire, il vous a vraiment écouté, il vous a vraiment observé, il y a une personne en face de lui. Le manipulateur, les personnes sont toutes les mêmes, il ira raconter le même discours à la suivante. oui, c'est un peu les Donc, bonimenteurs, là. Et là, oui, l'autre qui est en face, elle peut accuser réception du compliment. Là, si elle a du alors mal à quand le recevoir, là, compliment est c'est... Voilà. juste, alors, Oui. on est à la poste, on vous envoie le recommandé, le facteur vous fait signer avant même que vous ouvriez l'enveloppe, hein. Donc, on vous fait un cadeau à Noël, on vous fait un compliment, s'il est juste, hein, s'il n'est pas manipulateur, vous allez accuser réception, comme vous signez l'accusé réception de la poste. Quel que soit le compliment et le cadeau, vous n'avez pas encore ouvert votre recommandé. Vous dites merci. C'est le mot magique pour appeler. Merci de me dire que mon travail c'est bien en ce moment. Merci de me dire que tu aimes ce look physique, cette tenue, ma cuisine, n'importe quoi, mon travail. Bon. Ensuite, donc ça c'est le premier temps, on dit merci dans tous les cas. Le deuxième temps, ça va être d'exprimer vos émotions. Et ça, c'est pas si simple. Parce que quand on vous fait un compliment ou un cadeau, vous pouvez ressentir de la joie, une émotion positive. Mais si par exemple on vous fait un compliment en réunion d'équipe au travail et que vous êtes quelqu'un d'un peu réservé qui aime pas trop se mettre en avant, même si le compliment est vrai, écoute Anne, dans l'équipe, tu es une des meilleures du dernier mois, je voulais te le dire, voilà, et je vais demander à tout le monde de l'applaudir. Si Anne, elle manque d'estime de soi, elle va devenir toute rouge, elle va être affreusement gênée, et elle va même en vouloir à la personne qui a osé lui faire ce compliment devant tout le monde. Mm. Et on la comprend. Donc, le compliment peut aussi nous mettre mal à l'aise. Et ce qui est très fort, croyez-moi, c'est lorsque vous arrivez à exprimer les deux. Et moi, mes patients, c'est ça que je leur apprends. Je leur dis, vous allez leur dire, parce que vous pouvez ressentir les deux, à la fois du plaisir et du malaise. Écoutez, je vous remercie de me dire ça. Ça me fait plaisir parce que je suis une personne qui aime bien faire du bon travail, donc ça me fait plaisir que vous me disiez que je fais du bon travail. Par contre, ça me fait mal à l'aise parce que j'ai pas l'habitude de recevoir des compliments et encore moins devant les autres. Mm. Vous voyez? Ouais, c'est J'ai excellent. pas Mm. l'habitude de recevoir des compliments. C'est ce qu'on appelle la révélation de soi. Ça, vous allez le dire si vous avez confiance en la personne. Et j'ai pas l'habitude et j'aime pas devant les autres. Ça, c'est une information. Vous allez dire à l'autre, vous allez l'aider, vous allez le guider. La prochaine fois, fais-moi ton compliment en cela seul. Là, on est proche de la méthode DESC, DESC, description, émotion que ça me provoque, solution du nouveau comportement possible, conséquences émotionnelles. Alors, c'est pas tout à fait exactement la même chose, mais c'est pas loin. Vous pouvez nous l'expliquer? C'est pas loin, vous avez raison, parce que là, je viens de la faire. En fait, Oui, c'est vous une venez de la méthode. faire. Je viens de la faire. C'est une méthode pour demander un changement, une amélioration d'une relation. C'est une méthode fondamentale. Je demande aux éditeurs de s'y pencher avec beaucoup d'attention. D, ça veut dire décrire la situation, précisément, objectivement. E, ça veut dire exprimer mes émotions, toujours à la première personne du singulier, je. S, ça veut dire suggérer une solution.
C, ça veut dire conséquence sur mes émotions. Gardons notre exemple, ça sera plus simple pour les auditeurs. Oui. Je vais aller dire à la personne qui m'aura fait le compliment en public, décrire la situation. Tu sais, l'autre jour en réunion, tu as dit que j'avais eu les meilleurs résultats du mois dernier. Ça, c'est la description. Pas plus long que ça. Hein. Le desk, c'est des phrases très brèves. Voilà ma phrase de description. Mes émotions. Cela m'a, à la première personne du singulier, c'est je ou cela m'a. Cela m'a fait plaisir, mais cela m'a mis mal à l'aise et gêné aussi. Vous voyez, vous exprimez vos émotions, c'est le E, la deuxième phrase. Donc là, on est sur une partie négative, on est sur le reproche. On va faire comme les anglo-saxons. Pour nous, toute critique, on va pas faire comme les Français. La critique, elle n'est pas destructive, elle est positive et constructive. Donc la lettre S et la lettre C, vous allez voir, va me permettre de positiver et de donner une solution d'amélioration de la relation à l'autre. Le S, ça va être, je te suggère la prochaine fois qu'on prenne un temps tous les deux pour que tu puisses me dire précisément ce que tu as aimé dans mon travail et dans mes résultats. Voilà le S. Donc la suggestion, elle est factuelle, précise elle aussi, un peu comme le D tout à l'heure, mais sauf qu'elle est positive à tout prix. Il faut que vous demandiez à l'autre quelque chose qu'il peut faire aussi, c'est très important. Et le C, vous allez dire à l'autre à l'avance s'il accepte à l'avenir de vous faire les compliments seul à seul et de les faire précis. Vous allez lui donner envie de faire comme ça parce que vous allez lui dire avec votre conséquence émotionnelle, le fameux C, ce que ça fera sur vous. Donc je reprends le S en disant, si tu acceptes de me faire les compliments, qu'on prend un petit temps tous les deux et que tu m'expliques bien ce qui va bien dans mon travail, je me sentirai très contente, très heureuse et ça m'aidera vraiment pour progresser. C'est-à-dire qu'on va exprimer les émotions positives cette fois-ci. Si vous voulez, il y a une symétrie. Le D, la description, permet de décrire les faits négatifs. Le E permet de décrire des émotions négatives. Le S permet de décrire des faits positifs. Et le C, des émotions positives. En résumé, ça donne ça, Anne. Ça donne, quand tu fais ça, ça me gêne. Si tu faisais ça, je préférerais, je serais contente. Voilà comment Là, ils on peuvent est le dans... retenir. Ça, c'est intéressant. On est dans l'héritage de la communication non violente, de Carl Rogers, etc., de tous ces courants-là, avec cette méthode DESC. D'où elle vient? Oh oui, ça, plus tout Palo Alto, hein. Václavic et compagnie, toute l'école systémique de Palo Alto. Alors, l'affirmation de soi, c'est un mélange alors, pour les auditeurs, il y a 3 grandes approches en psychothérapie validées. Vous avez la psychanalyse, je pense que les auditeurs connaissent, je ne vais pas m'étendre. Vous avez un mouvement beaucoup moins connu en France, qui pourtant date des années 50-60, qui est le mouvement systémique. Alors, les gens en ont peut-être entendu parler par les thérapies familiales dans l'anorexie mentale, les choses comme ça. Donc, des thérapeutes qui prennent une famille ensemble. Bon, les systémiciens étaient nombreux dans les années 60 aux États-Unis, surtout sur la côte ouest, et nous ont appris que le problème n'était pas toujours chez l'individu, mais dans l'interaction entre les individus. Et donc, on travaillait sur des systèmes. Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les interactions dans une famille qui fait qu'une jeune fille va poursuivre son anorexie? Alors, on ne pense pas que ça puisse déclencher une maladie en elle-même, mais par exemple, il y a des systèmes d'interaction dans une entreprise ou dans une famille qui fait qu'un comportement toxique va pouvoir se poursuivre, par exemple. Bon, c'est le cas de la manipulation. Donc, ils ont mis en place des schémas de communication. Ils ont travaillé avec les informaticiens de la Silicon Valley à l'époque, les premiers, et ils ont mis en place des outils de communication pour nous apprendre à bien communiquer, que nous, on utilise beaucoup. Donc, il y a tous ces mouvements. Il y a la non-violence. Il y a autre chose, Anne, c'est que l'affirmation de soi, au départ, ça vient des États-Unis, encore une fois. Ce sont les minorités, dans les années 60, toujours pareil. Hein, le premier livre, c'est Albert Siemens, il date des années 60, Your Perfect Right, vos droits. C'est les minorités raciales, d'ailleurs portoricaines au départ, noires ensuite, et les mouvements féministes, les premiers, Kate Millett et compagnie, aux États-Unis, années 60, qui sont allés trouver les psychologues californiens et qui leur ont dit, nous, on est minoritaires, mais on veut se faire entendre. On veut se faire entendre de manière respectueuse. On veut que vous nous aidiez à prendre la parole pour faire valoir nos droits, mais sans violence et sans agressivité. Et là, il y a eu des tas de travaux qui ont été faits, et c'est ces travaux qu'on reprend en affirmation de soi. Donc, en affirmation de soi, vous avez tout ce mouvement systémique qui arrive, et puis vous avez le mouvement, la troisième grande catégorie, j'ai pas encore parlé, la première la psychanalyse, la deuxième l'approche systémique, la troisième l'approche TCC, alors qui, elle, prend une expansion énorme parce qu'il y a énormément de recherches, il y a énormément de travaux dans le monde entier, et que ça donne des thérapies tout de même assez efficaces. En affirmation de soi, on fait un cocktail entre les thérapies systémiques et les thérapies comportementales et cognitives. On utilise un peu les deux. On part de Pavlov et on arrive à Jeffrey Young ou Stephen Hayes. Hein. C'est un peu ça le chemin. C'est ça, oui.
Exactement. Pour Et faire court. Jeffrey Young, hein. Jeffrey Young, pas Carl Jung. Jeffrey Young, hein, Y-O-U-N-G. hein, Oui, ouais, oui. ouais. Et puis on parle plutôt de Skinner que de Watson, parce qu'on est plutôt sur le renforcement. Donc les premiers mouvements comportementaux, nous on s'intéresse beaucoup à Skinner. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où vous allez faire quelque chose, par exemple l'autocompliment, c'est du Skinner. Me dire j'ai fait ça de bien, je suis content et je me offre un bain chaud, je m'offre un petit cadeau ou un coup de fil à une amie. Vous voyez, c'est très renforçateur. Et on est sans arrêt dans des thérapies en comportemental où on va renforcer les gens, thérapie de l'estime de soi, il faut sans arrêt les encourager, les renforcer, mais qu'ils apprennent à s'encourager eux-mêmes. C'est ça. En fait, le patient en thérapie de confiance en soi devient son propre coach. C'est son Ouais, c'est ça meilleur qui est coach. intéressant. Peut-être un jour, on fera une émission tous les deux sur tous ces grands courants, parce que moi, en tout cas, ça me passionne. Mais là, on s'approche quand même de la fin de notre émission. C'est intéressant de parler de la procrastination, qui est l'ennemi de la confiance en soi. Et donc, comment est-ce qu'on va passer à l'action concrètement? Donc, on en a déjà parlé avec un certain nombre de thérapies d'affirmation. Vous parlez aussi de la technique des petits pas, le kaizen, chez les Japonais. Donc, ça peut être faire une liste de défis, choisir ceux dont les conséquences sont moindres. Si on reste sur son canapé, c'est sûr que sur l'affirmation de soi, sur la confiance en soi, il va rien se passer. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a aussi les techniques de visualisation utilisées par les sportifs pour braver la peur et se dire je fais ce premier pas avec une technique. Expliquez-nous ce qu'on peut faire. Alors, je vais reprendre ce que vous venez de dire. La première chose que j'ai envie de dire, ce qu'on peut faire, c'est d'abord réhabiliter un peu le doute, au bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'avant d'agir, souvent, je vous l'ai dit, on a des blocages mentaux, on a des doutes. Les gens qui procrastinent sont souvent des gens qui hésitent à décider. Donc, dans la BD, j'ai mis un tableau qui me paraît extrêmement important, qui différencie le bon doute du mauvais doute. Mais en 2 mots, le bon doute, il est épisodique, il est adapté, il tolère l'erreur. Le mauvais doute, c'est les gens qui doutent en permanence, c'est pour tout. Je vous prends des exemples. Si vous doutez pour choisir un objet ou un objet de déco pour chez vous ou un objet utilitaire pour votre appartement et que vous ramenez 4 fois l'objet à chaque fois en vous disant que vous avez fait le mauvais choix, vous êtes dans un doute excessif. Si par contre vous avez un doute parce que vous avez décidé de partir de votre logement et qu'avec votre conjoint ou votre conjointe vous décidez de faire un achat immobilier, ou si avec un conjoint vous décidez de vous engager dans une forme de contrat de couple, mariage ou autre, ou si vous décidez de mettre votre papa ou votre maman sous curatelle parce qu'elle est en train de perdre la tête, mais elle n'a pas complètement perdu la tête, elle est un peu entre les deux. Elle peut encore un peu gérer, mais pas complètement. Eh ben moi, je vous demande de douter, messieurs, dames, pour toutes ces décisions-là. Parce que si vous décidez trop vite de la curatelle, si vous décidez trop vite de l'achat immobilier, si vous décidez trop vite de vous mettre en couple, vous allez faire des bêtises. Donc, je reviens sur mon message de base, qui est la confiance en soi, c'est pas savoir tout faire, c'est pas être fort tout le temps. La confiance en soi, c'est admettre mes forces et mes faiblesses, c'est savoir douter, comprendre que le doute est normal et comprendre que je ne dois pas tout faire et pas tout réussir. Partant de là, je vais venir, comme vous disiez tout à l'heure, à Stephen Hayes et à mes valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Et je vais faire le ménage dans mon emploi du temps. Je vais enlever tout ce qui n'est pas important et je vais me consacrer sur ce qui est important pour moi ou pour mon entourage ou pour ceux que j'aime le plus. À partir de ce moment-là, je vais faire effectivement une liste d'actions. Je crois que c'est bien. C'est vrai que les anglo-saxons font plus ça que nous. On écrit peu les Français, c'est dommage. J'incite vos auditeurs à avoir des cahiers d'autothérapie, des cahiers écrits ou une page sur leur smartphone s'ils préfèrent, où ils prennent des notes comme ça. Parce que quand vous notez, vous prenez de la distance. Votre cerveau, là, vos fameuses radios mentales, elles prennent de la distance. Et vous allez mettre, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce qui est important pour mes enfants, voilà ce que j'aimerais réaliser. Ensuite, vous allez passer au stade des moyens. Qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour réaliser ça? Et vous allez effectivement adopter la technique pas à pas, dont vous avez dit le mot japonais que je connaissais pas, ou le step by step, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire que vous allez vous fixer des objectifs accessibles. Ne vous fixez pas des objectifs trop ambitieux. Prenez votre temps. Vous fixez un premier objectif. Vous le faites. Après, vous vous récompensez de l'avoir fait, comme j'ai dit tout à l'heure, et après, vous passerez au suivant. Mais pour le faire, si vous n'y arrivez pas, ce que vous avez appelé les techniques de visualisation, que nous, on utilise énormément en thérapie, qu'on appelle les expositions en imagination, c'est-à-dire que quand vous avez des patients phobiques qui prennent plus leur voiture depuis 30 ans et que vous voulez leur apprendre à conduire, vous n'allez pas tout de suite les mettre sur la route, ils vont pas y arriver. Même en découpant la démarche, en leur demandant simplement d'aller mettre le moteur au garage et de faire 1 mètre en arrière, parfois ça peut être dur pour eux.
Donc, on va s'aider en leur apprenant à se relaxer, à imaginer la situation sous relaxation, comme si on y était, décrire la route, l'autoroute qui leur fait peur, doubler les camions. Et on va les préparer mentalement. C'est vrai que c'est utilisé en sport aussi, cette méthode-là. Oui. Ça peut être très efficace. Encore un truc, si j'ai encore un peu de temps, faites-vous aider par un membre bienveillant de votre entourage. Dites à quelqu'un de bienveillant, j'arrive pas à faire ça, toi comment tu ferais, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, parmi d'autres choses, il y aura bien d'autres choses à dire évidemment, Anne, sur les techniques comportementales, mais voilà des choses qui m'apparaissent déjà importantes à retenir. Alors, on a déjà effectivement parlé de la technique du reparentage, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, à replonger dans l'enfance pour faire parler l'enfant blessé, donc ça c'est bien. On a parlé des techniques de visualisation, un petit peu de la thérapie des schémas. Est-ce que vous avez envie de peut-être de redire un mot dessus? Dans l'exemple de Céline et de son papa, on en parlait, il est interdit d'aller à l'anniversaire d'une amie parce qu'elle avait eu une mauvaise note, donc ça on en a parlé, ça va avec le reparentage d'ailleurs? Alors je vais remettre dans l'ordre. Si on reprend Céline avec le papa, ce qu'on va peut-être commencer à lui apprendre, c'est ce qu'on appelle, puisqu'on va parler de thérapie cognitive maintenant, c'est l'approche de Beck, le professeur Beck qui est décédé récemment, et on va lui apprendre à modifier sa pensée négative sur le moment. Parce que je vous rappelle que si le papa l'a critiqué parce qu'elle avait une mauvaise note, si elle va mal, c'est aussi parce qu'elle s'est dit, mon papa a raison, les papas ont toujours raison, et puis c'est vrai que je suis peut-être pas si bonne que ça. Donc, ce qu'on va faire en thérapie, et ça, les gens peuvent l'apprendre assez vite tout seuls, avec des livres, avec des bandes dessinées, parfois un thérapeute, mais bon, comme les thérapeutes sont inaccessibles, la thérapie de Beck, c'est la plus facile à apprendre pour les gens. Il y a des trucs sur Internet, il y a pas mal de trucs. On va simplement apprendre à cette petite fille, devenue adulte, par exemple, qu'est-ce qu'aurait pensé votre meilleure amie qui, elle, a confiance en elle, si son père lui avait parlé comme ça? Oh, bah, elle se serait dit, non, mais papa, il se trompe, il veut être gentil avec moi, mais là, il est trop méchant, et puis moi, je sais que je suis bonne. Et on va simplement lui apprendre à modifier la pensée dans l'ici et le maintenant. C'est-à-dire, messieurs, mesdames, quand vous êtes en phase de doute, quand vous hésitez à faire quelque chose, n'oubliez pas, il y a des méthodes comportementales, on vient de le dire, mais n'oubliez pas de faire taire votre radio mentale, de faire taire toutes ces pensées négatives. Mettez cette radio sur stop, prenez une autre chaîne radiophonique, celle qui vous critique, vous l'éteignez, et celle qui vous encourage, vous la mettez. Et si vous n'y arrivez pas, vous demandez à quelqu'un de bienveillant autour de vous de vous encourager. Et après, vous prenez à votre compte les propres encouragements, vous apprenez à vous encourager. Ça serait la thérapie de Beck très très schématisée, je m'en excuse, hein. Mais chez des gens, cette méthode ne va pas suffire. Parce que le problème est plus profond, il y a des schémas cognitifs très anciens, donc je rappelle aux auditeurs, les schémas cognitifs, c'est des préjugés qu'on a sur soi, c'est une image de soi. Par exemple, dans l'estime de soi, c'est des gens qui en permanence se trouvent nuls, se parlent à eux-mêmes en disant je suis nul, alors qu'ils ont simplement raté un plat de cuisine ou été en retard à un rendez-vous ou fait un travail un peu moins bien que d'habitude. Mais au lieu de se dire j'ai raté un plat ou j'étais en retard à un rendez-vous, ils vont se dire je suis nul, je suis nul. Donc là, on va évoluer vers une thérapie des schémas de Jeffrey Young. Young, c'est comme jeune en anglais, Y-O-U-N-G, c'est pas le Carl Jung, c'est pas le même, qui lui est d'ailleurs un élève du professeur Beck dont je parlais. Le professeur Beck a eu 5 élèves, dont Jung, qui était celui qui s'est le plus intéressé à la genèse dans l'enfance, parce que on pense en psy souvent que quand une thérapie sur l'actualité ne suffit pas, si vos méthodes de méditation, de relaxation comportementale sur l'ici et le maintenant ne suffisent pas à gérer votre anxiété et votre stress ou votre manque de confiance en vous, il va peut-être falloir passer au stade de la thérapie, mais alors là, on est chez le thérapeute, on ne le fait pas tout seul, et faire une thérapie des schémas, où on va remonter jusqu'à toute votre vie, comment s'est constitué ce schéma de l'unité, sur quoi vous pensez que vous êtes nul. Et dans le cas de cette thérapie des schémas, donc qui a été inventée par Beck, mais beaucoup développée par Jeffrey Young, vous avez une des techniques qui est illustrée à la fin de la BD, effectivement, qui est la technique du reparentage que j'ai évoquée tout à l'heure par rapport à la petite fille, où la petite fille devenue adulte va parler à la petite fille enfant, en la réconciliant, en disant « ton papa a voulu bien faire ». Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la psychothérapie, du coup, cognitive. Et c'est la dernière vague. Après, on peut effectivement ajouter ce qu'on appelle l'acte, dont beaucoup de vos auditeurs auront entendu parler, je suis sûr que vous avez fait des métamorphoses là-dessus, l'acceptance and commitment therapy, qui introduit, alors je peux pas tout dire, mais plein de choses, mais dont une chose qui me paraît essentielle qu'ils ont beaucoup développée par rapport à Jeffrey Young, c'est la notion de valeur. J'en ai parlé tout à l'heure en disant aller dans le sens de votre vie, c'est-à-dire que on va dire en thérapie aux gens, attendez, on va pas tout traiter, on va traiter ce qui va vous amener à faire ce qui est essentiel pour vous. Et ça donne un plus à la thérapie. Donc, vous voyez que Frédéric Fanget est ce qu'on appelle un intégrateur, c'est-à-dire que j'intègre tous les mouvements de thérapie sans en rejeter aucun, sans me consacrer à un. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que dans le mouvement des TCC et des thérapies cognitives en particulier, tout est intéressant. Il n'y a pas une nouveauté qui vient remplacer tout le reste. Et ça, c'est à votre thérapeute de vous aider à voir ce qui, pour vous, sera le plus intéressant. Ce que je veux dire par là, Anne,
et j'essaierai de pas être trop plus long, c'est qu'avec certains patients, je vais plutôt utiliser des méthodes de Beck, avec d'autres patients, je vais plutôt utiliser des méthodes de Jung, avec d'autres patients, je vais plutôt utiliser des méthodes d'Act, et avec beaucoup de patients, je vais utiliser un peu des trois ou un peu des deux. Oui. On adapte la méthode à la personne. Ça, c'est essentiel à dire, parce qu'on vit dans un supermarché de la thérapie où les gens, on a l'impression, vont acheter leur technique. Non, il y a une indication à poser avec un professionnel qui doit lui, ne pas prendre parti, connaître toutes ces méthodes et vous dire dans votre cas, monsieur, madame, il me semble que pour vous, je m'intéresserai à telle approche. Oui, absolument. Alors ça, vous l'aviez déjà dit dans le podcast qu'on avait fait sur l'anxiété, donc je pense que c'est très bien de le redire. On avait parlé de comment combattre l'anxiété, vous aviez redit, on doit adapter la thérapie en fonction de ce qui se présente en face de nous, et c'est pas une méthode qui est plaquée sur 1000 personnes qui vont venir et on fait toujours la même méthode. Ça, c'est bien de l'avoir redit. Peut-être en conclusion, des petites choses très simples qu'on peut faire, une posture corporelle positive, ne serait-ce que se redresser, relever la tête, peut aussi augmenter la confiance en soi. Je sais qu'il y a des méthodes, il y a des études qui montrent que la posture sur nos téléphones avachis, où on courbe les chines, donne aussi corporellement un signe au corps que on peut être triste, mélancolique, que ça va pas. Forcément, ça paraît bête de le dire, mais c'est intéressant de le rementionner. Non, c'est pas bête, parce qu'en affirmation de soi, on tient compte de ce qu'on appelle les comportements non-verbaux. Le non-verbal, c'est très important. Parfois, dans les jeux de rôle, là, je vous expliquais ce qu'on faisait en contenu verbal par rapport aux pensées. Mais c'est vrai que, par exemple, un jeune qui rentre dans un emploi et qui me dit, moi, je suis très timide, introverti, j'ose pas aller à la machine à café, et ceux qui étaient déjà là avant moi, ils y sont tous, et moi, j'ose pas y aller. On va simuler la scène, on va se mettre debout, et je vais lui montrer que souvent, c'est simplement parce qu'ils s'approchent pas assez des gens. C'est-à-dire que ceux qui sont, mettons, je mets 4 personnes devant une machine à café. Je leur dis, vous regardez bien la machine à café, vous discutez entre vous, vous regardez pas derrière vous. Et le patient, je le fais s'approcher des gens. Et en fait, il se rend pas compte qu'il est pas dans le champ visuel. Et je lui fais faire 2 ou 3 pas de plus pour qu'il soit à côté des gens. Et là, à ce moment-là, les gens vont tourner la tête et se rendre compte qu'il est là. C'est-à-dire qu'il s'est pas rendu compte qu'il était pas dans le champ. Donc, bien sûr, le non-verbal est intéressant, mais j'attire votre attention sur le fait, parce qu'on voit des bouquins sur la psychologie à travers le non-verbal. Le non-verbal est intéressant à intégrer au reste, au verbal. Je ne crois pas à l'approche purement non-verbale, je ne crois pas à l'approche verbale, mais je ne crois pas à une approche qui ne tiendrait pas du non-verbal. C'est un des ingrédients qu'il est important. Et effectivement, par boucle de rétrocontrôle, nous on voit bien, il y a 30 ans que je dis en soins aux femmes que j'ai suivies pour dépression, lorsqu'elles reviennent de chez le coiffeur, lorsqu'elles se remaquillent, lorsqu'elles se relookent, je leur dis ça, vous voyez, on est vraiment dans un signe que vous sortez de la dépression. Et le fait de vous montrer comme ça aux yeux des autres va vous aider à sortir de la dépression. Mais il a fallu faire un travail sur le mental aussi entre-temps. Mais c'est un bon complément, oui, c'est intéressant. Très bien, écoutez, merci infiniment. En tout cas, vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez, le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité, même si on en souffre depuis l'enfance, même si on est plus âgé, qu'on soit jeune, etc., qu'on soit un homme ou une femme, vous l'aurez bien compris. Je rappelle le titre de votre excellente nouvelle BD Psy, La confiance en soi, comment croire en vous, qui est coécrite avec Catherine Meyer et Lynn Hachem, aux éditions Les Arènes. Merci infiniment, Dr Frédéric Fanget. Je rappelle que si vous vous abonnez à la newsletter de Métamorphose sur notre site métamorphospodcast.com, vous pourrez retrouver un ou plusieurs exercices offerts qui sont tirés des QR codes de cette excellente bande dessinée. Alors merci à double titre, docteur, et à bientôt. Merci. Merci à vous, Anne, et merci aux auditeurs d'avoir attendu jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphospodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.